Le 11 novembre 1918, l'armistice est amer pour les maîtres d'école. La moitié d'entre eux ont été tués ou mutilés. En Europe, un même cri se lève. Plus jamais ça. Des pédagogues de tous les pays cherchent ensemble comment éduquer les enfants à la justice et à la paix. En France, l'instituteur Célestin Freinet, blessé au poumon et décoré de la Croix de guerre, retourne dans une classe de son Midi natal. Fini pour lui les leçons sur l'amour de la patrie. Il veut des élèves qui pensent par eux-mêmes. Nos enfants se montrent considérablement supérieurs aux hommes. En tout cas, ils savent critiquer, ils savent dire, et nous espérons qu'un jour prochain, ils auront la capacité de remplir leurs devoirs civiques. J'ai tâtonné longtemps, j'ai fait des expériences. Je prenais l'après-midi mes gosses pour les mener, leur faire le tour du village où on allait, en passant, regarder le boulanger ou bien regarder le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne. On ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Les élèves font le lien entre les savoirs qu'ils découvrent et leur vie quotidienne. Ils s'entraident, trouvent des réponses ensemble. Célestin Freinet appelle cela l'école de la coopération. C'est des lettres. Mais on peut faire des mots avec. Oui, on peut faire des phrases, des pages, des livres. Pourquoi qu'on ne ferait pas un livre? C'est ce que j'allais vous proposer. Autour de Freinet, un réseau d'instituteurs se forme. Ils s'envoient les livres faits par leurs élèves, et même de petits films tournés avec les premières caméras amateurs. Ils ne sont plus de simples hussards de l'État. Ce qui compte d'abord, ce sont les progrès de leurs élèves. À Paris, une poignée d'enseignants se lance dans un nouveau combat. Pendant la guerre, ils se sont fait une promesse. Nous avons été ensemble dans les tranchées, nos enfants iront sur les mêmes bancs de l'école. Ils proposent de mélanger dans une école unique tous les petits Français, riches ou pauvres, et d'envoyer les meilleurs au lycée. Dans ces années 20, cette école du mérite n'est pas du goût du gouvernement. Son objectif est de restaurer la France d'avant et de retrouver son rang de grande puissance. L'État compte reconstruire le pays. Il lui faut vite une main-d'œuvre nombreuse et peu qualifiée, donc moins chère. Toujours au survin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. Se dire pauvre ma... Les Français, eux, ont plus que toute envie de profiter de la vie. Les années folles démarrent. Celles qui mènent la danse, ce sont les jeunes filles de bonne famille. Elles veulent être autonomes, avoir un métier. Elles sont de plus en plus nombreuses à tenter le bac des garçons, le seul qui permet de faire des études. En 1924, un nouveau gouvernement entend ses désirs d'égalité. Les études et le bac deviennent les mêmes pour les filles et les garçons. L'État entrouvre même les portes du lycée. Il rend gratuites les études de la 6e à la 3e. Mais ses premiers espoirs sont de courte durée. Au début des années 30, la France entre dans une crise économique jamais vue. Le chômage s'étend. Dans les familles, tout est bon pour s'en sortir. Au cœur de la crise, le lancement des allocations familiales crée un changement extraordinaire. L'objectif de l'État était de renvoyer les femmes au foyer et qu'elles fassent plus de petits Français. Les Français s'en saisissent autrement. Ils ne font pas plus de bébés, mais regardent d'un nouvel œil leurs enfants. Avec les allocations, les petits rapportent désormais sans travailler. Cela change tout pour les écoliers. Les Français commencent alors à rêver pour leurs enfants d'une vie meilleure que la leur. Ils décident de les envoyer tous les jours à l'école. Les parents sont passés par l'école de Ferry et ils veulent plus. Laisser le temps aux petits de grandir en bonne santé et d'apprendre dès leur plus jeune âge. Signe des temps, les mairies bâtissent des écoles plus accueillantes. L'instituteur devient une référence dans les familles. Chaque génération de petits Français partage tout un ensemble de connaissances et d'émotions communes. L'enfance, c'est l'école. Tyran,
Les élèves des années 30 sont ceux de la belle écriture, des pleins et des déliés, et de l'épreuve reine, la dictée. Dans un parc, des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous. Puisque maintenant les enfants sont tous là tous les jours, certains gamins commencent à se poser une question qui résonne toujours. Pourquoi je ne comprends pas? Le mot de l'époque, c'est cancre. Et on en rit. Cancre vient du crabe. C'est celui qui ne marche pas droit parce qu'il est nul, paresseux. Personne ne parle alors d'échec scolaire. Dans les classes des années 30, il y a les bons et les mauvais. C'est comme ça. Le seul diplôme de la communale, c'est l'examen du certificat d'études. Mais les instituteurs ne présentent que leurs meilleurs élèves. Alors à cette époque, seul un petit Français sur 3 l'obtient. Jusqu'aux années 1960, le certif est l'objet d'une immense fierté. Être le meilleur du canton, c'est prouver son savoir, sa culture, son civisme. Avec ou sans certif, le destin de la majorité des élèves est de partir travailler dès 13 ans. Mais depuis que l'entrée en 6e est gratuite, les enfants de milieux modestes osent pousser les portes des lycées. Alors qu'à peine 5% des petits Français vont jusqu'au bac, les partis de droite trouvent que c'est déjà une inquiétante surproduction intellectuelle. L'État dresse alors une barrière. Les enfants de l'école communale doivent passer un examen d'entrée en 6e. Les élèves qui ont pu payer le lycée dès 6 ans en sont exemptés. Je dis que je suis une exception consolante, c'est une expression que Ferdinand Buisson, le collaborateur de Jules Ferry, employait à la fin du XIXe siècle. Il considérait qu'étaient des exceptions consolantes des enfants du peuple, très peu nombreux, qui parvenaient à accéder à l'enseignement secondaire parce qu'ils étaient boursiers. Donc c'était des exceptions. Ça consolait le peuple, parce qu'il voyait qu'un des siens allait pouvoir aller dans l'enseignement secondaire. Et puis ça consolait les privilégiés qui se donnaient un peu bonne conscience. S'ils avaient eu une mauvaise conscience, ils pouvaient se consoler de cette mauvaise conscience parce qu'ils avaient quand même laissé monter quelques enfants du peuple pour donner un air de justice à l'inégalité. Au cœur de ces années 30, les Français ont compris qu'accéder au savoir des lycées, c'est conquérir une dignité nouvelle. Ils commencent à rêver d'égalité dans les études. Les partisans de l'élitisme ressortent alors un argument du XIXe siècle. L'élève qui n'est pas du bon milieu risque de devenir un déraciné, un aigri. La Troisième République continue à voir dans l'école le moyen d'éduquer le peuple mais sans trop l'éclairer. Elle est encore plus soucieuse de ce que pourraient apprendre les colonisés. Les actualités vantent une œuvre civilisatrice bien loin de la réalité. La France a désormais un grand souci, sauver ses races débilitées. Les races sauvées, la France a voulu les instruire afin que ces Nord-Africains, ces jaunes, ces noirs, fussent ses fils par l'esprit et par le cœur. École de village dans la savane et la forêt, école citadine, collège, tous les échelons de l'instruction existent outre-mer. Pour les colonisés, apprendre est un combat. Très peu sont scolarisés. Et l'État a créé des écoles spéciales. Les écoles indigènes. Les enfants n'y apprennent pas nos ancêtres les Gaulois, parce qu'il n'y a pas de cours d'histoire. À la place, une matière inventée pour eux, le français utile. Des petites phrases toutes simples, juste ce qu'il faut pour comprendre les ordres du colonisateur. 80% restent analphabètes. Pour apprendre vraiment, il faut aller à l'école des Blancs. L'instruction est une arme à double tranchant. Le pouvoir colonial en fait une preuve de sa supériorité, mais des colonisés s'emparent du savoir pour remettre en cause cette domination. Les futurs dirigeants des indépendances, l'Algérien Messali Hadj, le Tunisien Habib Bourguiba ou le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, vont au lycée français. Les directeurs pensaient que nous étions des sauvages, que nous avions tout à apprendre
que nous étions une table rase. Et obscurément, je sentais que ce n'était pas vrai. Obscurément, je sentais que nous avions notre civilisation. En effet, mon père m'avait élevé dans la fierté de ma race et de ma famille. Dans toute l'Europe des années 30, ces mêmes désirs d'émancipation, de soif de connaissance sont réprimés. Les nazis brûlent les livres contraires à leur vérité raciste et persécutent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. En France, l'extrême droite s'attaque à la République, au nom de l'identité nationale. Contre cette menace, la gauche fait de l'instruction et de la culture un rempart. Dès l'école, l'accès au savoir doit émanciper. En 1936, le Front populaire gagne les élections. Le soir même, des millions de Français se mettent en grève. Les grévistes découvrent la culture et les savoirs bien autrement qu'à l'école. Du joueur d'accordéon à la troupe de Jacques Prévert, des matchs de boxe aux séances de cinéma, apprendre rend la vie plus belle. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Une des principales victoires de ce mouvement, c'est du temps pour soi. Les parents ont pour la première fois des vacances payées. Ils peuvent participer aux sorties scolaires. Une leçon de géo grandeur nature. En 1937, l'exposition universelle sert de vitrine au Front populaire. L'Allemagne nazie et les soviétiques montrent leurs forces face à face. La France, elle, a choisi la culture. Le tout nouveau palais de la Découverte est inauguré par un jeune ministre de l'Éducation de 31 ans, Jean Zay. Cet endroit où grands et petits comprennent les sciences grâce à des expériences est l'exemple de ce qu'il compte faire dans toutes les écoles. Apprendre autrement et apprendre à tous. Le ministre Jean Zay cherche vraiment à faire une école égalitaire. Il demande aux enseignants de lui proposer de nouvelles manières d'enseigner. Il allonge la scolarité jusqu'à 14 ans, le temps pour les élèves de découvrir tous les savoirs professionnels et culturels avant de choisir la voie qui leur convient. Jean Zay veut remplacer le lycée par un système scolaire pour tous. À droite comme à gauche, des députés bloquent. Les droits du père de famille et des disciplines gréco-latines sont brandis face à cette école unique qualifiée de totalitaire et athée. Ce premier combat pour l'école égalitaire n'aboutira pas. En septembre 1939, la guerre contre les Allemands est déclarée. Jean Zay démissionne de son ministère pour rejoindre son régiment au front. Le 10 juillet 1940, les députés font disparaître la Troisième République. Le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Jean Zay est arrêté. Il sera assassiné quelques années plus tard par des miliciens français. Le régime de Vichy s'empare de l'école. Elle qui a fait aimer la République doit se mettre au service d'un pouvoir autoritaire. Il est vain d'espérer la fin de notre décadence tant que nos enfants n'auront pas reçu de leur maître une conscience neuve. N'est-ce point là la grande mission des éducateurs? Les enfants voient disparaître certains de leurs instituteurs. Trop pacifistes, trop laïcs, ils ont été révoqués. Les écoles normales qui forment les maîtres sont supprimées. L'enseignement des devoirs envers Dieu est rétabli et l'État finance les écoles religieuses. Les hussards sont obligés de prêter serment et d'inculquer l'admiration du chef, le maréchal. Fini les rêves d'égalité et d'accès au savoir. Les enfants apprennent que la patrie est comme un corps. Chaque Français est un organe et chacun a sa place. Et ça commence à l'école. Le lycée, c'est pour les enfants de bourgeois. Il redevient donc payant. Pour les futurs ouvriers, Vichy multiplie les centres d'apprentissage. Mais la grande affaire de l'État, c'est d'exclure ce qu'il nomme les corps indésirables.
la France traite pour la première fois des enfants en ennemis. La peur et la violence entrent dans la vie des écoliers. Des milliers d'enfants tziganes, espagnols, étrangers sont internés. Des élèves voient même la police française entrer dans leur classe pour emmener des enfants juifs. Dès 1943, le Conseil national de la résistance rédige un projet où l'injustice et la violence seront bannies de l'éducation. Quand les résistants prennent le pouvoir en 1944, le pays est dévasté. Ados livrés à eux-mêmes, enfants cachés, déportés, orphelins. Les enfants de la libération sont marqués par la violence de la guerre. C'est au moment où les enfants sont le plus en souffrance que l'État va croire le plus en eux. Le gouvernement provisoire issu de la résistance affirme pour la première fois qu'un enfant, c'est un enfant, et ce jusqu'à 18 ans, quel que soit son comportement, ses difficultés et les délits qu'il commet. C'est la fameuse ordonnance de 1945 sur les mineurs. Elle décrète que la société n'est pas là pour réprimer les jeunes, elle a la responsabilité de les éduquer. D'un enfant, on peut faire un prisonnier. Et depuis quelques années, le nombre des enfants condamnés s'est aggravé du fait de l'occupation dans des proportions effarantes. Mais cette porte ne mènera plus à des prisons. Le bagne d'enfants est mort. On ne parle plus de châtiment, mais de rééducation. C'est dans cette liberté que par le travail, l'éducation, l'instruction, on essaie de rendre aux jeunes esprits troublés les qualités d'un enfant qui pourra devenir un homme. L'attitude de l'État a changé vis-à-vis de tous les enfants. Il veut l'égalité devant l'éducation et la justice à l'école. Pour cela, le gouvernement a sur son bureau un projet écrit par 20 instituteurs, professeurs et chercheurs. Le plan Langevin-Wallon. Ferry avait fait l'école pour la République et la patrie. Ce plan veut faire une école capable d'enseigner à tous. Une nouvelle grande espérance des Français naît là.